Welcome. Hello, everyone. I am Bonjour à tous, je suis Yolanda Richardson, vice-présidente exécutive programmes mondiaux de la campagne pour des enfants sans tabac et de l'incubateur Défendre la santé mondiale. Comme vous l'aviez entendu, je prendrai très bientôt les fonctions de président en juillet. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie de vous joindre à nous. Nous attendons environ 300 invités du monde entier. Les transparents, en ce moment, vous montrent la façon de vous mettre en contact avec l'interprétation simultanée, service qui vous est offert aujourd'hui en français et en espagnol. Si vous avez des questions pendant le webinaire, écrivez-les dans la fonction questions-réponses. Commençons donc. La campagne cette année qui dit « Nous avons besoin d'aliments et non pas de tabac » nous montre que l'industrie du tabac continue de commercialiser ses produits nocifs aux jeunes en dépit de tout ce qu'ils prétendent. Fumer et d'autres modalités de consommation du tabac font qu'en toute occasion, ils essayent de bloquer la réglementation, qu'il s'agisse de travailleurs de l'industrie ou des cultivateurs, des agriculteurs qui cultivent le tabac, ils les maintiennent dans la pauvreté. La campagne connaît leurs tactiques et notre organisation a mis en place des politiques qui réduisent la consommation du tabac et des aliments ultra transformés. Et nous allons aujourd'hui parler des similitudes entre ces deux industries et comment imaginer la stratégie la plus efficace et les approches pour les contrer. Suivante. Ce transparent montre notre expérience de cigarettes électroniques Juul aux États-Unis qui montre étape par étape comment l'industrie commercialise ses produits à des gens vulnérables, les rendent dépendants, rendent le fait de fumer cool et s'opposent à tout type de réglementation. Ces tactiques ne sont pas celles utilisées loin de celles utilisées par l'industrie qui fabriquent et vendent des produits alimentaires ultra transformés. Ils font des personnes vulnérables leur proie contre les politiques de contrôle et s'opposent à tous les efforts pour vendre des aliments sains. Et je suis heureuse de me rejoindre trois panélistes éminente. Meg Jordan, vice-présidente de la recherche de la campagne pour des enfants sans tabac, qui va nous parler de produits de tabac aromatisés qui mettent en danger une nouvelle génération d'enfants. Monica Andrés, directrice CETO au Brésil, va nous parler des interférences et des ingérences des industries du tabac et des produits alimentaires ultra transformés. Et finalement, Paola Romero du projet FIAN en Colombie nous parlera de fait que nous sommes entre la consommation et produits d'aliments et de tabac et nous présentera son analyse. Meg, vous avez la parole. Un plaisir que de me retrouver avec vous. Ce matin, je suis heureux de voir que vous avez pu nous rejoindre. Comme Yolanda vous l'a dit, je suis Meg Horton, vice-présidente recherche de la campagne pour des enfants sans tabac. Nous préconisons des politiques, des programmes pour empêcher la consommation de tabac et pour aider les consommateurs à abandonner leur utilisation de tabac. Et ces politiques sont plus importantes que jamais car l'industrie du tabac ne va pas disparaître, que du contraire. Ils continuent de commercialiser leurs produits grâce à des modalités novatrices, trouvent de nouveaux utilisateurs et veulent maintenir la dépendance. Leur grand succès sont attribués à des campagnes de commercialisation et de marketing. Mais le caractère, le design des produits eux-mêmes sont extrêmement importants. Les caractéristiques des produits tabac, tout ce qui les concerne a été conçu avec un seul objectif en tête. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des produits de tabac aromatisés, la façon dont l'industrie utilise les arômes depuis des décennies pour élargir leur base de consommateurs. Et ces produits sont faits pour attirer les jeunes. Les arômes, tout comme dans des produits alimentaires ou de boissons, l'arôme améliore le goût
rend le produit plus attrayant et réduit l'âcreté des produits de tabac. Rend donc les produits de tabac plus attrayants et d'une utilisation plus facile par les jeunes. Dès les années 1970, les entreprises du tabac parlaient des avantages de l'utilisation d'arômes. Et vous voyez ici des citations qui proviennent de documents de l'industrie elle-même, qui montrent que l'industrie n'était pas seulement intéressée par obtenir que le client actuel change de type de produit, mais visait surtout à attirer de nouveaux consommateurs. Les années 70, ce mémo de Brown et Williamson disait qu'ils ont examiné les réactions des jeunes, des teenagers à des produits sucrés qui les attirent de toute façon. Et R.J. Reynolds, en 1974, disait faire une cigarette qui est visiblement orientée vers les jeunes. Un goût qui a un arôme qui ressemblera à celui des bonbons. Et US Smokeless Tobacco disait, Sherry Skull, a un goût de bonbon, si vous comprenez ce que je veux dire. On a vu apparaître deux nouveaux produits, des produits différents, aromatisés en 2005. R.J. Reynolds a introduit Camel exotique, que vous voyez ici, les publicités, et utilisait des arômes de bonbons, de toffee, de pina colada et tout goût qui sont devenus populaires aux yeux des plus jeunes. Pour les cigares et des produits de tabac, ils ont introduit également toute une série de produits sucrés. Vous voyez ici Kayak, Skoll, Apple, toutes ces marques et ces arômes destinés à attirer les jeunes. Et puis, le menthol. L'industrie utilise le menthol depuis des décennies pour attirer de nouveaux usagers. Le menthol réduit l'âcreté du tabac. Et d'après la FDA, qui a examiné des études scientifiques, a découvert que le menthol fait qu'il est plus facile de commencer de fumer, rend la cigarette plus addictive et plus difficile à abandonner. Les cigarettes menthol sont populaires parmi les jeunes. La moitié des jeunes qui fument des cigarettes ont commencé par des cigarettes au menthol. Et 85% d'Afro-Américains utilisent des cigarettes au menthol. La préférence vis-à-vis de ce type de cigarettes parmi les Afro-Américains n'est pas due au hasard. Ceci est dû à la publicité des entreprises du tabac. Nous voyons ici des exemples de campagnes qui apparaissent ailleurs dans des magazines qui sont populaires auprès de cette population. Et l'industrie également sponsorise des concerts de musique, divers événements, des campagnes qui sont achetées une boîte, un paquet de cigarettes et un gratuit, etc. Donc, ceci attire la communauté afro-américaine et les jeunes, ce qui permet à l'industrie de construire sa base de clients. Les cigarettes avec des arômes caractéristiques, le menthol, sont interdits maintenant aux États-Unis. Ça fait partie de la loi sur la lutte contre le tabagisme de 2005 et qui a donné à la autorité sur la commercialisation des cigarettes. On ne peut plus vendre des cigarettes aromatisées. Vous voyez ici toute la gamme de produits, des paquets sans marque qui sont disponibles dans les points de vente et les arômes que l'on voit sur les paquets est la même chose que ce que l'on trouve pour des bonbons. À la cerise, au chocolat, etc. Et ces
produits qu'on caractérise de goût bonbon. L'analyse a démontré que les mêmes produits chimiques aromatiseurs utilisés dans les produits de tabac, ces mêmes produits chimiques sont utilisés dans certains bonbons et produits de boissons, par exemple le Kool-Aid. Suivante. Quant à l'année récente, on a vu une explosion de produits aromatisés aux États-Unis depuis 2017. 15 500 arômes de cigarettes électroniques sont maintenant disponibles. Des cigares aromatisés sont également disponibles. Et il y en a 250 différents. Les ventes générales de la cigarette ont diminué, mais la proportion de cigarettes au menthol a augmenté par contre. Suivante. Comme vous le voyez, le marché actuel de produits aromatisés n'existe pas par hasard. L'industrie du tabac sait que les produits aromatisés sont attrayants pour les jeunes en particulier. Et c'est ce qui alimente la popularité également des cigarettes électroniques. Un enfant sur 5 qui utilise un produit tabac a commencé par un produit aromatisé. And not surprisingly, the youth e-cigarette epidemic here in the US. Vous ne serez pas étonné d'entendre que l'épidémie de cigarettes électroniques aux États-Unis a coïncidé avec l'explosion de ces produits aromatisés. Vous voyez l'augmentation rapide. Une fois que Juul a été introduit entre 2016 et 2019, l'augmentation de la consommation de cigarettes électroniques parmi les adolescents. Au lycée, la consommation de cigarettes électroniques évolue à la baisse au cours des années récentes, mais cela reste une préoccupation de santé publique. 14% des lycéens les utilisent et plus de 2,5 millions utilisent des cigarettes électroniques. 85% de ces consommateurs utilisent des produits aromatisés. Planche suivante. 7 sur 10 consommateurs de cigarettes électroniques actuels les disent qu'ils les utilisent du fait de l'arôme. Et notre préoccupation donc, c'est que nombre de jeunes perçoivent que les produits de tabac aromatisés sont moins nocifs. Ça a bon goût, c'est sucré, ça a une bonne odeur, ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Et c'est ce que pensent les jeunes. Et donc, tout comme les cigarettes électroniques, la consommation de cigares par les jeunes, particulièrement les cigarillos et les tout petits cigares, leur consommation est poussée par cet éventail d'arômes. Les cigares sont les deuxièmes produits les plus populaires chez les jeunes, de tabac chez les jeunes, et plus de 400 000 jeunes consomment des cigares. 3/4 des jeunes disent qu'ils utilisent les cigares parce qu'ils viennent dans les arômes qui leur plaisent. Donc, que faire? Eh bien, je suis enchanté de pouvoir vous dire qu'il y a des opportunités pour agir. La FDA, l'administration qui réglemente l'alimentation et les cigarettes, a mis en place des règles. Nous poussons la FDA de finaliser ces règles et de les mettre en œuvre sans retard. Et nous travaillons également pour développer un appui diversifié pour mettre en place ces règles. Et bien entendu, l'industrie travaille d'arrache-pied pour s'opposer à ces règles. Et donc, nous faisons également tout ce que nous faisons pour contrer l'opposition par l'industrie. Nous poussons également la FDA à rejeter toutes les demandes de cigarettes aromatisées, vu les menaces que ces produits posent aux jeunes. Et jusqu'à présent, la FDA a refusé les demandes pour toutes les cigarettes électroniques aromatisées, y compris celles au menthol. Mais ils n'ont pas encore pris de décision sur des produits qui ont la plus grande part du marché. Et au Congrès, nous cherchons à développer un appui pour les actions de la FDA qui vont se focaliser sur les règles proposées, ainsi qu'agir contre les cigarettes aromatisées. Et au niveau de l'État et au niveau local, nous cherchons à interdire la vente de tous les produits de tabac aromatisés, y compris les cigarettes aromatisées, les cigarettes électroniques aromatisées et les cigarettes électroniques aromatisées. 5 États ont mis en place des lois interdisant la vente de produits de tabac aromatisés ou de cigarettes électroniques aromatisées. Parmi ces 5 États interdisent également les cigarettes au menthol et les cigares aromatisés. Et plus de 360 sites, villes au travers les États-Unis ont mis en place des limitations sur les produits de tabac aromatisés. Donc, merci de votre attention et je me réjouis d'entendre vos questions. Merci Meg. Excellente présentation. On parle de populations vulnérables. Le ciblage de ces populations augmente les disparités. Une fois que l'industrie alimentaire fait
de l'industrie ultra-tamisée et qu'elle cache les effets sur la santé en s'associant avec des produits plus sains. Par exemple, ils vendent des céréales sucrées comme riches en fibres. Quelle tactique est-ce que vous avez vu les cigarettes électroniques utiliser pour cacher à quel point leurs produits peuvent être nocifs? Bonne question, Yolanda. Eh bien, ils utilisent beaucoup de tactiques différentes et de stratégies différentes. Plusieurs choses que nous avons vu faire, c'est ils prétendent que les cigarettes électroniques sont reçus comme étant, ont été nommés comme étant sûrs, mais ça c'est pour leur consommation. Quand on les mange, ce n'est pas pour quand on aspire la fumée. Donc, ce n'est pas le cas pour la façon dont on l'utilise. Dans le cadre de la COVID, les compagnies de cigarettes disaient que utiliser les cigarettes pour rester sain, pour alléger votre tension, pour alléger votre anxiété. Donc, c'est un autre éléments qu'ils mettent en exergue. Ils donnent également des indications que les cigarettes électroniques vous aident à arrêter de fumer, mais ce n'est pas vrai en fait. Tel n'est pas le cas. Et vous savez, ils promeuvent l'idée que les cigarettes électroniques, ce n'est que de la vapeur d'eau. Ils, ils cherchent à cacher le fait qu'ils contiennent des grandes quantités de produits chimiques nocifs, y compris la nicotine. Et enfin, je dirais que toutes les sociétés de cigarettes électroniques, ainsi que les sociétés qui vendent du tabac de manière générale, disent que la santé de leurs consommateurs est importante pour eux, qu'ils cherchent à construire un meilleur lendemain et que leurs produits peuvent vous aider à améliorer la situation. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Merci, Meg. L'industrie du tabac travaille aux côtés de l'industrie du cigarette électronique. Monica va nous parler de comment ces industries interfèrent dans les politiques de santé. Allez-y, Monica. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et je dirais, pour parler de ce thème, de ce lien entre le tabac et l'industrie alimentaire ultra transformée, qu'ils utilisent les mêmes politiques. Une fois que nous commençons à parler de l'interférence des industries telles que l'industrie alimentaire et l'industrie du tabac, il est important de mentionner les déterminants commerciaux sur la santé, parce que c'est une reconnaissance du fait que le secteur privé a une influence sur la santé par le biais de leurs systèmes pratiques et tactiques avec des acteurs commerciaux qui poussent les iniquités en matière de santé. Ici, vous voyez certaines tactiques utilisées par les entreprises pour essayer d'influer sur les procédures réglementaires et, influer sur les lois, telles que les lobbies qui essayent d'influer sur les nouvelles utilisations, l'utilisation de fausses sciences, des initiatives de responsabilité sociale des entreprises par les litiges ou par l'utilisation de groupes factices. Ils essayent de manipuler l'opinion publique pour obtenir une meilleure image publique de leur industrie. Ils essayent également d'intimider les uns et les autres, notamment par les litiges, et de garantir la rentabilité de leur industrie. Et ici, nous voyons deux exemples qui viennent du Brésil, des tactiques liées au lobbying, où les industries travaillent pour capturer les différentes structures du gouvernement afin d'empêcher qu'il y ait des réglementations ou d'affaiblir la réglementation de leurs produits. Voici deux articles publiés concernant notre agence de surveillance nationale de la santé qui réglemente les produits alimentaires et les produits de tabac. Et ici, nous avons un article qui dit que l'industrie du tabac ont un lobby à la fin du processus décisionnel sur les cigarettes électroniques. Parce qu'ici au Brésil, nous avons une interdiction de vente de tous les dispositifs électroniques depuis 2009. Mais cette réglementation est débattue par Anvisa, l'agence de réglementation. Et ici, vous voyez l'image d'un ancien directeur d'Anvisa qui, à l'heure actuelle, travaille
pour l'industrie du tabac. C'est une stratégie puissante parce qu'ils essayent d'influer elles essayent d'influer sur ses anciens collègues et cela a des effets sur les médias que de voir quelqu'un qui était un membre du conseil d'administration de l'agence de réglementation ou de surveillance nationale de vigilance pour la santé qui travaille maintenant à la défense de produits de tabac. Et un autre exemple concerne l'industrie alimentaire où on a parlé de l'étiquetage sur les emballages de ces paquets. Lorsqu'on parlait de cet étiquetage, on a adopté un nouveau modèle au Brésil cette année-ci et l'article explique comment l'industrie des aliments ultra transformés a manipulé Anvisa, l'agence de vigilance, parce que vous avez la proposition de l'étiquette avec les triangles. Au milieu, vous voyez, avec la petite loupe, c'est la proposition débattue dans les consultations publiques. Et enfin, le troisième étiquette, c'est le modèle approuvé avec une toute petite loupe qui informe sur le sodium, la graisse et le sucre dans le produit. L'industrie alimentaire a donc essayé de manipuler Anvisa par un rapport et donc ils se sont servis de toutes les tactiques possibles pour essayer d'influer sur cette décision finale. D'habitude, on peut voir que le ministère de l'Agriculture, d'habitude, appuie le secteur économique, les secteurs privés. Et donc, le ministère de l'Agriculture, par exemple, renforce l'offensive pour limiter le guide alimentaire du Brésil. C'est un outil très important dont nous nous servons parce que ce guide alimentaire brésilien essaye d'établir des catégories de produits ultra transformés, les produits moins transformés, pour orienter la population. Et ils essayent ils essayent d'arguer contre l'utilisation de ce guide. Et un autre exemple, l'industrie du tabac, que le ministère de l'Agriculture va défendre la production du tabac à la COP 9, la conférence des parties. Et donc, on voit que le ministère de l'Agriculture, d'habitude, appuie donc les secteurs économiques. Et la planche suivante. Un autre effort où l'on voit l'utilisation de ce même type d'argumentaire par les industries à la fois du tabac et de produits alimentaires, c'est dans les politiques fiscales. Au Brésil, nous parlons d'une réforme de l'impôt et on voit que le secteur du tabac, le secteur du tabac refuse l'augmentation de l'impôt et l'industrie alimentaire demande un allègement fiscal. Et nous avons également les industries qui défendent des taux d'imposition moindres pour les produits de tabac et les produits alimentaires dans le contexte de cette réforme. Et nous avons également une image d'une campagne de l'industrie du tabac qui dit que lorsque nous avons une augmentation des impôts, c'est la criminalité qui va en bénéficier. Ici, nous avons certains exemples d'initiatives liées aux stratégies de responsabilisation sociale des entreprises. Par exemple, pendant la pandémie, il y a des initiatives de l'industrie alimentaire et tout comme du tabac. Par exemple, Philip Morris qui a donné des kits de protection pour 1000 familles dans le sud du Brésil. L'autre image que nous voyons, c'est McDonald's qui donne des sandwichs au personnel hospitalier pendant la pandémie. Philip Morris Brésil qui donne 30 000 masques pour la population. Et enfin, la contradiction que l'on voit lorsque une industrie alimentaire telle que Coca-Cola parraine
les assemblées internationales sur le changement climatique. Nous devons y réfléchir et exposer ce type de tactique afin de parler de ce type de conflit d'intérêts. Et il en est de même pour l'industrie du tabac qui cherche à participer aux ODD, aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, et essayent de relier leurs activités aux ODD. Et donc, le secteur privé s'approprie des concepts tels que la durabilité, la responsabilité sociale des entreprises, sans en fait changer de pratique, de produits ou de politique ou de gouvernance ou de modèle commercial. Ils essayent également d'influer l'opinion publique par les médias et en influant sur les décideurs publics en fondant de la recherche où les données peuvent être faussées en faveur de leurs intérêts commerciaux. Et ici, nous avons quelques exemples du Brésil également. Nous avons une université bien connue qui a produit un rapport pour l'industrie du tabac lorsque nous parlions de l'interdiction des additifs de ces produits de tabac. Et cette université a publié un rapport évaluant les effets socio-économiques de cette interdiction d'additifs. Et c'est clairement lié aux intérêts de l'industrie du tabac. Ce rapport a été financé par l'industrie du tabac ou par des organisations qui ont des liens avec l'industrie du tabac. Et nous avons également une autre étude qui essaye de faire la même chose, de minimiser les effets socio-économiques de l'étiquetage des emballages des produits alimentaires. Et récemment, il y a une autre étude qui dit que l'obésité est davantage liée à l'âge, à des questions socio-économiques et n'est pas vraiment liée aux produits alimentaires ultra transformés. Et donc, et c'était bien entendu l'industrie alimentaire qui a financé cette étude. Si c'est ma dernière planche, et ce n'est pas une coïncidence, je pense que l'industrie alimentaire a appris de l'industrie du tabac et de nos jours, ils apprennent les uns des autres. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci, Monica. C'était extrêmement utile de voir comment l'industrie du tabac et celle des aliments ultra transformés pratiquent les mêmes politiques, comme vous l'avez décrit fort bien. L'industrie du tabac, comme vous le savez, utilise des groupes de façade, par exemple les groupes d'agriculteurs. Pouvez-vous nous dire comme si l'industrie des produits alimentaires utilise également les agriculteurs ou d'autres groupes pour mettre en place leurs intentions? Oui, Yolanda, merci. Ils utilisent, je crois, les mêmes arguments. Ce n'est pas exactement la même chose. Ici au Brésil, par exemple, l'industrie du tabac contrôle toute la chaîne de l'offre depuis la feuille de tabac. Donc, il y a des groupes d'agriculteurs, par exemple, qu'ils envoient participer à des réunions, faire des manifestations. Et l'industrie des aliments agit de façon quelque peu différente, mais ils utilisent d'utiliser les mêmes acteurs. Par exemple, les groupes d'agriculteurs s'opposent à certaines politiques relatives aux aliments, des organisations de la société civile, par exemple un institut qui existe ici au Brésil, qui est pensé à l'agriculture, Thinking Agro, qui utilise les mêmes arguments de l'impact sur la production. C'est le même genre de stratégie qu'utilisée par ces deux secteurs industriels. Merci, Monica, très utile. Nous allons maintenant nous tourner vers Paola. Je l'ai présentée quand je dis qu'elle vient du Mexique, mais en réalité, elle vient de Colombie. Paola. Gracias. Je vous remercie. Et je remercie toute l'équipe de m'avoir invité
C'est pour moi un honneur que de pouvoir partager sur une des femmes aussi éminentes. Et je commencerai ma présentation en soulignant la chose suivante. Au-delà de ce que nous savons déjà en matière de santé publique, la corrélation entre la production et la consommation du tabac et d'aliments et ses répercussions sur des produits alimentaires comestibles ultra transformés, on n'a pas étudié la relation de façon exhaustive. Et donc, il s'agit ici d'une invitation à approfondir cet examen. Ma présentation est centrée sur certains éléments de l'impact à l'agriculture sur l'alimentation, le tabac, particulièrement sur la production agricole. En d'autres termes, obtenir des aliments, ce que nous appelons en Colombie le processus alimentaire, entre en jeu. Et lorsque nous parlons de processus alimentaire, ce n'est pas la même chose que transformation d'aliments ou aliments transformés. Je parle ici de cette chaîne complète d'aliments et qui part depuis obtenir des aliments, les produire jusqu'à la consommation de ces produits alimentaires qui sont essentiels pour la vie humaine. Quelle est la relation entre la consommation et la production d'aliments et le tabac? Nous voyons deux éléments et des causes qui en découlent. Premièrement, comme c'est le cas pour d'autres essences végétales, le tabac est un produit de base pratiquement irremplaçable pour un secteur de l'agro-industrie. Sa production est typique d'une monoculture et donc est en concurrence avec une production plus diverse d'aliments. Dans une conception plus holistique, le tabac et l'industrie qui en dépend ont des effets graves et profonds sur la santé publique. Voyons comment. Suivante, s'il vous plaît. Première relation est due au caractère même de la monoculture du tabac. Il s'agit d'exploitation de grandes surfaces, de mêmes produits, donc on emploie les mêmes techniques, les mêmes méthodes, les mêmes modalités de production avec des conséquences négatives. C'est une production qui épuise les oligo-éléments du sol, renforce la présence de ravageurs, consomme énormément d'eau, tous éléments qui devraient être consacrés à la production d'aliments. Donc, le tabac empiète sur la production d'aliments dans la même région et encourage également le déboisement. Elle utilise des montages technologiques tels que pesticides qui ont des répercussions négatives sur la santé de l'être humain, plus particulièrement la santé des femmes et des filles. Colombie est un des rares pays où le glyphosate n'a pas été interdit, que du contraire, on a encouragé son utilisation. Et nous savons que la culture du tabac provoque la maladie du tabac vert en raison du contact entre la nicotine et la peau et a également des répercussions sur la santé pulmonaire. Et nombre de personnes affectées sont d'abord avant tout des femmes et des filles qui travaillent dans l'exploitation agricole. Troisième relation, étant en concurrence avec la production d'aliments, en ayant des répercussions sur la diversité de production d'aliments, le tabac a donc des répercussions sur la santé et le régime alimentaire. D'après ce que dit la FAO, là, nous savons que la culture du tabac s'est déplacée puisque la réglementation s'est durcie et donc les entreprises de tabac cherchent à s'installer dans des pays où la réglementation est plus laxiste. Davantage de ressources, davantage de terres utilisées pour produire moins d'aliments.
Ceci est typique de la monoculture, de l'encouragement de la consommation du tabac et de produits qui en découlent. Depuis ses origines, ces cultures sont liées à des modalités esclavagistes et colonisatrices. L'industrie du tabac, tout comme celle des aliments ultra-transformés, a des répercussions sur la dynamique du pouvoir. D'abord avant tout, la défense du secteur industriel. Industries qui promeut leurs intérêts sont soulignés par l'interférence de secteurs industriels dans tous les secteurs de la vie, nous l'avons vu. Ce qui entraîne également une énorme influence sur le processus décisionnel. L'influence se fait sentir également au niveau de l'économie des soins, du travail en soi. Et les populations les plus vulnérables, obligées pour des raisons socio-économiques de recourir à ces monocultures, sont les premières victimes. En Colombie, nous avons travaillé avec des communautés rurales qui ont mis au point également la culture de la canne à sucre, qui est un aliment de base des aliments ultra transformés et ont souffert des mêmes répercussions environnementales. La rétribution, le salaire pour le travail quotidien reçu par les femmes était inférieur à ce que percevaient les hommes. Et en outre, les conditions de travail sont des conditions d'exploitation, un travail dans le secteur informel et avec très peu de bénéfices de prestations sociales. La canne à sucre entraîne une pollution des eaux, a provoqué pas mal de maladies chez les femmes et les enfants en particulier. La terre est accaparée également et la monoculture est intensifiée, ce qui a des répercussions sur le sort des communautés autochtones. On met fin aux cultures indigènes, ce qui a des répercussions sur l'industrie de l'aliment, sur les usages, les coutumes traditionnelles et affaiblissent le pouvoir organisateur de ces groupes autochtones. Il y a des pratiques similaires que l'on retrouve au niveau de l'industrie de la production des aliments et productrice du tabac, qui a des répercussions sur le niveau de vie. L'industrie du tabac et celle des produits alimentaires ultra transformés produisent des éléments qui sont nocifs aussi bien pour la santé que pour l'environnement. En dépit de leur discours soi-disant environnemental, par exemple, en force les cigarettes, mais comme on l'a dit, ces monocultures ont un impact négatif car ils créent moins de résilience des systèmes agricoles contre le changement climatique, ce qui dément le récit que veulent nous faire accroire ces industries. Face à l'impact de ces industries, on constate que les titulaires de droits, les personnes, la nature, pour ces industries se réduisent à être des consommateurs et on leur donne de valeur que dans leur réalité d'objet. Par exemple, l'être humain, les maladies chroniques non transmissibles font partie des conséquences de la consommation. Les personnes qui présentent ces maladies sont des victimes individuelles, isolées, car dans le discours hégémonique, il existe cette répercussion. La réalité du cancer du poumon n'est qu'un seul exemple, c'est la pointe de l'iceberg de l'ensemble des conséquences que la relation d'inégalité ne cesse de consolider et qui s'exprime dans de graves violations des droits humains tels que la santé, l'environnement, l'alimentation, l'éducation. Et les personnes perdent ainsi leur capacité de défense de leurs propres droits. Par exemple, comme Meg l'a démontré, les enfants, les jeunes sont les victimes de
politique de ces industries dont les efforts visent à créer la dépendance. Pour ce qui est de l'écologie, l'impact sur les générations futures de ces industries est très important, car nous avons une influence sur les écosystèmes et la destruction que laissent derrière ces industries est tout aussi énorme. La résilience se voit réduite au minimum alors qu'elle devrait être nécessaire pour surmonter les diverses crises. Voici, j'en ai terminé et je vous remercie. Merci, Paola. Nous vous remercions. Monica a parlé du fait que l'industrie du tabac et l'industrie alimentaire ont pu influer sur les ministères de l'Agriculture, les ministres de l'Économie, au niveau national et même les organisations du système des Nations Unies. Quelle est donc la meilleure approche pour essayer de réduire les effets de voir ces deux industries qui parviennent à se faire entendre par les secteurs publics? Merci. Et Yolanda, de cette question, eh bien, je pense que l'approche doit viser le fait de progresser à la fois en matière de réglementation, en matière de réglementation de la demande, ainsi que des réglementations environnementales plus profondes au niveau de la production. Et tout comme créer des incitations pour pousser à la production d'industries agroécologiques, agro-environnementales, de sorte à encourager les titulaires de droits à faire valoir leurs droits humains. Il convient donc d'attaquer le problème. Enfin, il faut pousser des deux côtés parce qu'il faut garantir la production de véritables aliments. Et donc, mais nous allons perdre si nous nous attaquons uniquement de ce côté-là. Il faut réglementer à la fois la consommation et ainsi que réglementer la production. Voici. Et donc, il faut chercher donc à avoir une influence juridique, politique et sociale sur ces différentes composantes. Merci, Paola. Merci à Meg, Monica et Paola de toutes ces interventions qui nous permettent d'ouvrir le débat aujourd'hui. Donc, merci à toutes les trois. Nous avons 1 ou 2 minutes maintenant pour nos conversations et il y a des questions dans la boîte de chat, dans la boîte de questions-réponses. Et donc, je vais commencer par la question de savoir s'il y a un modèle national ou international qui montre les effets de la consommation du tabac sur la santé et sur les dépenses en matière de santé publique. Paola, je pense que cette question s'adresse à vous. Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. La question est, y a-t-il un modèle national ou international qui montre les effets économiques du tabac, à la fois au niveau de sa production et de sa consommation, sur les dépenses en matière de santé, y compris la perte de productivité, les coûts environnementaux et la perte de qualité des denrées alimentaires. Donc, quelles données avons-nous qui montrent les effets économiques de la production et de la consommation du tabac? Eh bien, à l'heure actuelle, je n'ai pas de données spécifiques sur les effets économiques. Toutefois, il est vrai qu'il y a une relation directe due aux dégâts, aux biens communs, aux économies communautaires, aux économies paysannes, qui affectent, par exemple, la monoculture du tabac. Et par ailleurs, les relations en matière de travail avec les personnes qui travaillent dans ces industries ont des effets négatifs sur les économies. Mais nous n'avons pas de données complètes pour savoir, pour mesurer les effets complets. Merci. Meg, vous avez parlé enfin, pourquoi il n'y a pas davantage de consommation sur les politiques de bout en bout, notamment lorsqu'il s'agit des jeunes.
Veuillez essayer d'y répondre, après quoi nous allons donner la parole à Monica. Eh bien, je pense que certaines des stratégies qui sont poursuivies dans d'autres pays, les stratégies de contrôle du tabagisme, sont difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre ici aux États-Unis, vu certaines de nos limitations en matière du droit de la liberté de parole. L'industrie du tabac va remettre en cause quoi que ce soit qui sera mis en place. Et lorsqu'il s'agit de limiter certaines des publicités et d'autres stratégies qui sont poursuivies ailleurs, nous n'avons pas cette capacité. Non seulement l'industrie remettra en cause ce type de politique, mais vraisemblablement, il pourrait emporter gain de cause dans les tribunaux. Et je pense que la volonté politique au niveau de certaines stratégies qui ne représentent pas un défi au droit à la liberté d'expression, eh bien, il n'y a pas d'appui politique pour mettre en place d'autres stratégies. Donc, nous essayons de promouvoir et d'appuyer les meilleures politiques à nos yeux pour lesquelles nous pouvons développer un appui et que nous pouvons voir mise en œuvre ici aux États-Unis. Monica, quelque chose que j'aimerais ajouter concerne le modèle économique. Je voulais parler du modèle dont se sert l'industrie économique de l'Argentine, qui calcule les coûts des effets du produit de tabac sur la santé, sur la qualité de vie, etc. Et je voulais mentionner cela et vous suggérer à ceux qui nous suivent de consulter ce modèle, le modèle argentin qui vise à calculer les coûts économiques. En ce qui concerne votre dernière question, veuillez rapidement répéter votre question. Comment gérer les deux défis de l'industrie alimentaire et l'industrie du tabac? La question que l'on posait dans les produits combustibles, il semble qu'à l'échelle mondiale, on soit d'accord comment réglementer, comment aller de l'avant, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour la réglementation. Mais il y a une certaine division dans le secteur de santé publique quant à savoir dans quelle mesure il faut réglementer les cigarettes électroniques. Pourquoi pensez-vous que que l'on n'a pas réalisé les mêmes progrès au niveau mondial pour les produits électroniques que pour les produits combustibles? Eh bien, je pense que c'est également lié à l'arrivée historique de ces produits sur le marché parce que il y a différents pays qui vivent des moments de réglementation différents. Ici, au Brésil, nous avons un système de réglementation en place, mais beaucoup de pays n'avaient pas de réglementation sur les produits électroniques. Et bien sûr, l'industrie du tabac cherche à vendre ses produits et cherche à influer sur les pays de sorte à autoriser les ventes et la consommation de tous ces produits sans mettre en place des réglementations solides. Et donc, je pense que ceci représente un défi pour la communauté mondiale que de parler de tous ces problèmes et de chercher, enfin, en considérant toutes les différentes façons dont on cherche à réglementer les produits. Mais la position de l'OMS, dont débat l'OMS, est importante également. Le besoin existe d'établir un consensus quant aux effets nocifs de ces produits. Ce ne sont pas des produits sûrs, ce sont des produits qui présentent des dangers. Et donc, obtenir des réglementations, les réglementations aussi solides que faire se peut dans chaque pays. Et donc, je pense que c'est là une bonne façon d'établir un consensus en considérant les différences entre les pays, certes, mais également d'arriver à un consensus que ce ne sont pas des produits qui peuvent être consommés sans danger, qu'ils sont nocifs, qu'ils peuvent attirer de nouveaux consommateurs tels que les jeunes et que nous devons mettre en place les réglementations aussi solides que faire se peut dans chaque pays. Donc, voilà la réponse que j'apporterai. Yolanda, je voudrais ajouter quelque chose.
Je ne pensais pas que la question se focalisait sur les cigarettes électroniques, mais je ne pense pas que d'autres pays, enfin, nous avons vu la consommation chez les jeunes augmenter en flèche après l'introduction de Joule. Et Joule était une tentative claire et nette d'attirer les jeunes, pas uniquement avec des produits à haute teneur en nicotine, à une commercialisation qui s'adressait clairement aux jeunes et la façon dont ils peuvent camoufler le produit. Et les enfants peuvent les utiliser à l'école. Et je pense que cela fait en sorte que les États-Unis, potentiellement, enfin, nous avons vu que cela peut se développer très rapidement. En 2 ans, la consommation des cigarettes électroniques chez les jeunes a augmenté de pratiquement 30%. Donc ça s'est fait très, très, très vite. Et les pays qui n'ont pas eu cette consommation plus épidémique de cigarettes électroniques, potentiellement, risquent d'adopter des approches différentes. Merci Meg. Une question qui se pose dans les questions-réponses. Pour ceux qui veulent contrôler le tabac, il n'y a pas de potentiel à travailler avec l'industrie. C'est clairement dans la Convention cadre sur le contrôle du tabac. Mais en matière de denrées alimentaires, la situation est beaucoup plus complexe. Est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités de travailler avec les entreprises? Parfois, ils veulent reformuler leurs produits, parfois, ils veulent euh, d'autres modalités de présentation du produit alimentaire qui sont peut-être moins nocifs. Et Paola, peut-être que vous pourrez en parler quant à l'impact sur l'environnement, comme vous l'avez indiqué vous-même. la- Beaucoup de pollution est provoquée par la production de produits alimentaires transformés. Donc, on va commencer par Paola et ensuite donner la parole à Monica et à Meg. Très bien, merci. Eh bien, en effet, nous avons beaucoup appris des stratégies du tabac. Et je pense que sur la base de cette expérience du tabac, pour la question des produits alimentaires, nous ne pouvons pas travailler avec l'industrie. Nous ne pouvons pas avoir des argumentaires scientifiques qui présentent essentiellement des conflits d'intérêts dans ces fondements. Et on voit également que l'industrie capture des explications environnementales, sociales, etc. Et il y a également la question de la reformulation, qui sont des espèces de pièges dans l'argumentation, de sorte à encourager les gains pour l'industrie alimentaire. Et ce que nous devons avoir présent à l'esprit et agir de manière coordonnée, c'est que ce ne sont pas des produits sains. Les produits qu'ils produisent ne sont pas sains. Ils ne protègent pas l'environnement non plus. Ils sont nocifs pour l'environnement. Et en effet, nous ne pouvons pas avoir une relation de négociation avec l'industrie. L'expérience du tabac nous a en fait beaucoup enseigné à cet égard. Merci. Paola, Monica, voulez-vous intervenir? Oui, je voulais mentionner que je suis d'accord avec Paola, c'est difficile et nous avons vécu l'expérience avec l'industrie du tabac qui peut être très utile également pour nous préparer à gérer les autres industries telles que les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées, etc. Euh, La situation est différente pour les industries qui n'ont pas une réglementation cadre de contrôle que nous avons, par exemple, pour le tabac avec notre loi. Et donc, il était également de parler des cadres pour ces autres produits. Et je pense que certains groupes en ont parlé pour essayer d'établir une agence de réglementation pour d'autres produits également, ou d'une loi cadre pour penser aux priorités et aux limites quant aux relations avec l'industrie, par exemple. Mais comme je l'ai dit dans une réponse que j'ai mise dans la boîte de dialogue, la meilleure façon de contribuer, c'est en réglementant l'industrie alimentaire, ses produits et également l'industrie de l'alcool.
Nous devons établir des règles d'interaction claires avec ces euh, entités, éviter les conflits d'intérêts et ne pas leur permettre de politique publique et faire en sorte qu'ils ne soient pas autour de la table, qu'ils ne soient pas présents pour parler des politiques publiques. Et donc, je pense que la meilleure façon de protéger le secteur public ou de permettre au secteur public de faire son travail, c'est de réglementer les produits et d'essayer d'établir des règles claires pour éviter les règles et les conflits d'intérêts avec ces industries, parce qu'ils utilisent toutes ces stratégies pour influer sur le processus réglementaire ou le processus d'établissement des lois. Et je pense que la réglementation établit clairement les règles pour toutes les industries lorsqu'ils essayent de développer une coopération avec des différents acteurs au sein des industries. Bien, nous en arrivons à la fin de notre temps. Mais Meg, voulez-vous intervenir pour cette question? Non, je pense que et cela a été bien répondu. Paola l'a dit. Pour moi, il s'agit de voir quel est leur objectif. Ils cherchent à être rentables pour l'industrie du tabac, tout comme pour l'industrie alimentaire. Ils cherchent c'est le lucre qui les intéresse. Merci beaucoup. Une fois de plus, je remercie les trois membres du panel. Excellente présentation, excellent débat ce matin avec chacune d'entre vous. Merci d'avoir pris le temps et de partager avec nous vos réflexions autour de ces questions importantes. Sur la dernière planche, vous allez voir une adresse électronique pour ceux parmi vous qui ont posé des questions auxquelles vous n'avez peut-être pas obtenu réponse. N'hésitez pas à contacter Caroline qui sera prête à envoyer ces questions aux membres du panel pour que vous puissiez obtenir réponse. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui et ces intersections sont critiques pour comprendre l'idée, comme vous l'avez souligné dans votre présentation, Monica, la commercialisation de toutes ces industries, comment ils affectent les politiques et la santé de tout un chacun.